Triple H, j'ai voulu prendre plus de temps avant d'en parler, mais au vu des derniers événements, tu ne me laisses pas trop de choix. Donc il est temps de faire un bilan. Ça va faire un bon moment que Triple H est au booking et il est enfin temps de dire les termes. Je vais d'abord commencer par la fin en disant que globalement, ce que Triple H fait, c'est bien. Mais jusqu'à dire que c'est mieux que Vince McMahon, non, c'est faux, c'est clairement faux. À un moment, faut être honnête avec soi-même. Peut-être Vince McMahon dans les pires années de catch, je peux être d'accord. Mais même rien que les 2 dernières années de Vince au booking, c'est clairement pas mieux. Je dirais plutôt que c'est dans la continuité de ce qu'il y a eu depuis le début des années 2020. Et vous allez peut-être me dire que oui, WWE actuellement c'est la folie, c'est énorme et tout ça c'est grâce à Triple H. Ben non, ça s'améliorait déjà en fait, bien avant que Triple H ne prenne les rênes et qu'il soit le booker en chef. Et ce qui a fait que WWE s'améliore, c'est justement l'existence de AEW tout simplement. C'est le fait que AEW à ce moment-là était très chaud, que c'était une vraie concurrence à l'époque, ce qui poussait WWE à devoir faire mieux. C'est ça en fait qui est arrivé. Et Triple H n'a fait que continuer le processus, c'est tout. Parce qu'il ne vaut pas mieux que Vince dans le booking entre 2020 et milieu 2022. Je dirais même que c'est moins bien parce qu'au moins à cette époque-là, il y avait quand même des efforts de créativité et de prise de risque que Triple H ne prend pas actuellement. Mais bon, je vais y revenir tout au long de la vidéo. Mais sinon, pour revenir point par point, Triple H, au début, franchement, quand il avait les rênes, ben c'était nul. C'était peut-être le début, il fallait qu'il se repère. Mais franchement, les produits en eux-mêmes, c'était vraiment pas terrible. Déjà, Triple H, il avait adopté la culture du trop, beaucoup trop. Déjà avec des matchs de 20-25 minutes ou encore des matchs trop longs pour ce que c'est censé être. Dans les weekly surtout. Après, on va dire que oui, il y avait au moins des bangers, mais le problème c'est que moi je ne regarde pas les weekly pour regarder des longs matchs. Et c'est pas parce que les matchs sont longs que c'est des bangers. C'est que ce sont des bons matchs dans l'absolu. Et même dans les pay-per-view, quand je voyais certains matchs entre fin 2022 et début 2023, ça durait pour rien en fait. Des durées pas nécessaires pour la plupart. Et ça laissait très peu de place au segment. Genre, le H, il a cru que le main roster en fait, il pouvait le booker comme du NXT Black and Gold. Sauf que là, c'était du mauvais NXT Black and Gold. Au point de ramener des anciennes situations de NXT directement dans le main roster. L'exemple le plus flagrant, c'est les Wargames qui a bousillé en fait le principe des Survivor Series. Genre, la thématique de base a totalement disparu pendant les 2 dernières éditions. Et j'espère que cette année-là, on reviendra quand même aux bases. Il y a aussi un autre problème qui est le fait d'avoir trop de factions. Et franchement, tu ne vas pas créer des factions juste pour faire des factions. Ou bien tu rassembles juste des mecs, tu ne sais pas quoi faire, mais tu les mets dans un groupe juste pour faire genre qu'ils valent quelque chose. Alors que c'est juste des cache-misères. On dirait AEW. Et ça permet de joindre ça à un autre problème qui est le fait d'avoir eu une surcharge de roster. Qui fait que aujourd'hui on ne sait plus quoi faire tellement qu'on les renvoie à NXT pour dire en mode Shawn Michaels démerde-toi avec. Et en plus, même s'ils reviennent en main roster après avoir fait un boulot à NXT, ben les mecs ils ne font rien pour autant. Ou vraiment pas grand chose d'intéressant. D'ailleurs, il y a quelques fans qui voyaient Triple H comme le sauveur du catch, qui va enfin bien traiter les talents qui sont supposés être pas bien sous Vince, qui avait un mauvais traitement. Mais au final, pour beaucoup d'entre eux, ben les mecs, ils sont exactement dans la même position qu'ils sont avant en fait. Et il n'y a pas grand chose qui a changé.
Et en plus, les mecs qui sont champions aujourd'hui et qui ont été pushés, ben ils ont également été pushés sous Vince McMahon en fait. Et il a fallu que Triple H arrive pour que les gens se rendent compte que ouais en fait ils sont à leur place. D'ailleurs, parmi les gens over sous Vince, il y en a qui sont moins bien bookés par Triple H et qui ont fini par perdre un peu de leur hype. Ou bien encore, ils ne sont plus sous contrat aujourd'hui. Quand je parlais du surcharge du roster, c'est dû à un facteur également. Au fait qu'il y a eu pas mal de retours inutiles en fait. Genre, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça n'aurait rien changé au produit. Les retours qui ont été utiles que je vois, c'est Chelsea Green et Nia Jax. Peut-être Johnny Gargano dans une moindre mesure pour la nostalgie DIY, mais c'est tout franchement. De toutes les façons, Triple H, quoi qu'il fasse, on va réussir à lui trouver des excuses ou bien encore être plus tolérant par rapport à ce qu'il fait. Et je trouve ça assez hypocrite, surtout lorsque il y a eu au début d'année 2023 ou fin 2022, on apprend que Vince McMahon est revenu à la tête des bureaux de la compagnie. Et les gens trouvaient comme excuse en fait que oui, tel truc est nul, ben c'est de la faute de Vince. Non mais vous les gars, c'est vraiment des zinzins à ce rythme-là. Déjà de 1, Vince est revenu pour reprendre la direction globale de la compagnie et pour également gérer la vente de la WWE. Mais Triple H a toujours gardé son poste de booker en chef. Donc, les décisions finales en ce qui concerne les shows télé, c'est lui. C'est lui qui a le dernier mot quoi qu'il arrive. Donc, vouloir dire que ouais, tel truc est bien, merci Triple H, etc. Maintenant, quand il y a un truc nul, ça dit que non, c'est Vince, c'est toujours lui. En fait, dans l'inconscient collectif, Triple H, il ne peut pas faire d'erreur. Lui, il n'est pas parfait, mais tout ce qu'il fait, tout est bien, tout est génial. Même les trucs qu'il fait de mauvais, ben c'est pas de sa faute, il faut toujours des facteurs. Et ça, je trouve ça assez hypocrite en fait. Parce que tous les trucs que Triple H fait qui peuvent être reprochables, on est indulgent, alors que quand c'était Vince, on était prêt à l'insulter, balancer toute notre chiasse sur sa gueule en fait. Et souvent à raison. Alors Triple H, je comprends pas pourquoi on ne pourrait pas faire pareil, on ne pourrait pas avoir un esprit critique, surtout que c'est une histoire vraiment de faire passer Vince pour, comment on dit en français, boogeyman, croque-mitaine, voilà, c'est le croque-mitaine. Ce qui me permet de dire qu'en fait, les fans de catch, ils ne regardent pas le produit en fait, ils regardent la personne qui book. Et du coup, ben, ils ne défendent pas de cause, ils défendent juste leur intérêt personnel. Et leur intérêt personnel, c'est juste que voilà, c'est Triple H, que tant que c'est pas Vince, ben c'est bien en fait. Même si les décisions qu'il prend sont nulles, ben ça reste bien. Ou alors c'est à faute de quelqu'un d'autre. Alors que c'est lui qui reste le booker principal, et on peut très bien dire qu'on ça va pas en fait. À un moment, faut arrêter de voir le H comme Jésus, notre sauveur du catch, et Vince McMahon comme Satan, indépendamment de ce qu'il est en dehors de la sphère catch. Et Triple H en lui-même, il n'est pas tout blanc, hein, bien au contraire. Genre, il y a également pas mal de dossiers sur lui, mais dont personne ne parle. Un exemple, c'est que j'ai eu discussion Discord avec quelqu'un où je critiquais le résultat du match entre Sami Zayn et Braun Caster, et on me répond que Sami Zayn a battu Gunther. J'ai du coup répondu en disant que Braun Breaker a battu Gunther aussi, et on me parle du booking, que ouais, tu voyais le booking à l'époque, ouais Vince c'était nul, etc. Ben là je te parle du produit concrètement, ne me parle pas du booker quand ça t'arrange en fait. Et ça démontre mon point, qui montre que les fans qui regardent WWE ne sont pas en fait honnêtes dans leur manière de consommer le truc, et qui regardent effectivement le booker et pas le show en lui-même. Après, je ne dis pas que Triple H ne fait que des trucs mauvais, hein. Il y a des histoires qui sont plutôt bonnes, qui sont intéressantes. Les weekly sont plutôt bons ces derniers temps, surtout depuis Survivor Series 2023, je trouve.
Et il arrive aussi à mettre en avant quelques nouvelles personnes, à créer des stars, commencer à créer des stars. Et les exemples les plus flagrants que j'ai, c'est Dominique, par exemple, ou encore Elénaz. Au moins ça, je peux lui accorder. Maintenant, il est temps d'aborder le problème principal de cette ère de Paul Levesque. En effet, le principal, c'est un regroupement de problèmes qui devient un principal problème. C'est le fait que cette ère, mais c'est trop prévisible en fait. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a rien. Il faut que tout ait un fil conducteur et on sait exactement comment se passent les choses. Il n'y a même pas de prise de risque, il n'y a même pas de vrais éléments pour intriguer par la suite. En fait, au pire, on regarde le début et on regarde la fin et on ne se fait pas chier à voir des trucs. Surtout que la plupart des histoires qui sont racontées, c'est des trucs de remplissage. On va dire booking à long terme, mais si tu ne proposes que ça, ça on le produit chiant à regarder en fait. On va me sortir que long terme veut pas dire mauvais, mais long terme s'il n'y a que ça, on s'emmerde, clairement. Et même là dans ces fameux bookings à long terme, j'ai l'impression que Triple H lui-même, il ne sait pas où il va dans la plupart des cas. Je peux parler par exemple de l'histoire de Bray Wyatt et l'oncle Audi. Et franchement, c'était 4 mois où l'histoire de Bray Wyatt, il y avait l'impression que ça n'allait nulle part, pas à son âme Bray Wyatt, mais voilà, c'est ça. Ou encore le fait que la plupart des histoires qu'il prend, il les récupère sur Twitter en fait. L'exemple le plus récent, c'est l'association Chad Gable ou les Creed Brothers. On les a vus avoir une interaction genre 2 fois en à peu près 3 mois, et du jour au lendemain, on est un groupe. Non en fait. J'ai l'impression qu'ils ne savaient pas où aller avec ça, du coup voilà, on vous donne ce que vous voulez. Et c'est assez dommage. Et ça permet de dire que Triple H en fait, ses constructions, son booking en fait, c'est un booking paresseux, parce que s'il faut que ça dure des plombes pour avoir de l'intérêt, à force ça n'a plus d'intérêt. Tu peux créer des programmes courts pour donner de la crédibilité à des talents et pour contribuer à un développement de personnages. Ça peut aussi se faire via les programmes courts. Et en parlant de longueur aussi, il y a ce problème de faire des longs règnes, putain. Il y a un moment où ça n'enchaîne que des longs règnes, et quand il faut que ça se termine, il faut soit que ça se termine dans un pay-per-view du Big Four qu'on doit attendre, donc du coup on sait déjà qu'ils ne sont pas prêts de perdre leur titre, ou alors si ils le perdent dans un autre contexte, il faut d'abord que les règnes aient duré des plombes. Je vais prendre l'exemple par exemple de Gunther des Ring General, qui a eu le plus long règne historique du titre intercontinental, mais c'est historique par rapport à sa longueur, et même pas par rapport à ce qu'il a raconté. Ce qu'il a raconté, ça peut passer à la trappe, parce que c'est juste un mec dominant qui fait passer ses autres adversaires pour des faibles. Il n'y a pas eu de moment où le règne de Gunther a été remis en cause. Dans des longs règnes comme ça, il faut des moments où le champion se sente en danger. C'est ça qui est intéressant. Et ça que j'ai bien aimé dans le règne d'Asuka par exemple, c'est qu'il y a eu des moments où on pouvait se dire qu'elle pouvait perdre le titre. Là, Gunther, c'est arrivé qu'une fois avec avec Sheamus. Et ça, c'était pendant son début de règne. Après, le reste, à chaque fois, c'était repeat, c'était en fait la même chose, quoi. Gunther gagne, fin, et on fait un match, un semblant qui a l'air un peu compétitif pour faire genre que ouais, l'adversaire peut gagner alors qu'on sait très bien qu'il va perdre, en fait. Et ça, c'est naze. Et le fait d'enchaîner que des règnes longs, tu ne crées plus rien, en fait. Tu ne crées pas de nouveaux talents, tu ne crées pas de nouveaux main eventers, tu rabaisses ton roster, parce que y a personne pour les battre pendant qu'ils sont champions, et en plus la plupart des règnes sont chiants. Et Gunther, pour revenir à lui, son règne ça n'a profité à personne, même pas à Sami Zayn, parce que Sami Zayn
il a déjà été plusieurs fois champion intercontinental de 1 et de 2, on nous l'a présenté comme quelqu'un qui valait suffisamment la peine pour être dans le main event. Et aujourd'hui, il ne fait que traîner dans la mid-card. C'est back to step 1 pour Sami Zayn aussi. Ça ne l'aide pas. Maintenant, le dernière critique, c'est le fait de faire de la paresse dans les cartes de pay-per-view. Pour avoir les grosses affiches, pour avoir des grosses victoires, il faut attendre les pay-per-view du Big Four. Et pour les fins de règne hors Big Four, il suffit de voir la division par équipe, quoi. C'est juste dans la division par équipe parce que la division par équipe, on s'en fout un peu, donc on peut faire des changements de titre, créer des trucs n'importe comment. Les pay-per-view de seulement 5 matchs, c'est comment? Pourquoi? À un moment, on va dire la qualité, quantité, voilà, faire grandir la qualité par rapport à la quantité. Mais même les pay-per-view de 5 matchs, c'est pas spécialement qualitatif. Depuis WrestleMania, les pay-per-view sont pas ouf. Il y a juste eu Backlash, mais j'ai l'impression que c'est parce que j'y étais que je dis ça. Et sinon, les pay-per-view en eux-mêmes, c'est vraiment pas ouf. On a l'impression que déjà, ils ne vont pas au bout de leurs idées dans les matchs. Et en plus, on va dire que ça laisse du temps à certains pour raconter leur match. Déjà, s'il faut que les talents aient besoin de faire des longs matchs pour avoir un truc de qualité, c'est que les mecs ils ne sont pas capables de faire autre chose en fait. Donc c'est ça le message en fait qu'on nous envoie. Mieux vaut avoir un pay-per-view de 6-7 matchs max. Au moins il y a quand même une diversité et tu peux faire aussi bien des matchs courts que des matchs longs. Et on va me dire que ça laisse du temps à des talents. Mais ça fait aussi que tu ne donnes pas du temps à d'autres. Pour d'autres matchs, il aurait pu être en pay-per-view. Et tu les fous en weekly. Et on va me dire que oui, c'est tant mieux. Mais oui, mais non en fait. Mettre les matchs en weekly, tu t'en souviens moins. Et si ça doit être une fréquence d'avoir des gros matchs en weekly, si c'est systématique, ça se perd en fait dans la masse et ça c'est assez dommage. Donc il faut arrêter cette habitude de faire 5 matchs voire moins et de créer une carte, avoir un bon équilibre pour pouvoir proposer une certaine diversité et pas des matchs qui se ressemblent pratiquement en fait. Et ne pas attendre des pay-per-view du Big Four pour créer des gros moments parce que va te faire foutre. Parce que vouloir faire que des trucs à long terme ou attendre des grosses occasions, ça montre simplement que tu ne sais pas écrire. C'est juste que Triple H, il ne sait pas écrire ses programmes, c'est tout. Faut dire la vérité à un moment. Et aussi, j'ai menti quand je disais que c'était la dernière critique. Dernière critique, c'est ne pas savoir lancer les gens au bon moment. Donc ça rejoint parfaitement mon point précédent. Et quand j'ai parlé de Broadcaster par exemple, à un moment, il faut savoir prendre des risques et savoir porter ses couilles en faisant des paris en fait. En plus, ce ne sont même pas des gros paris, c'est même pas des trucs compliqués à faire. Donc il s'agirait de se réveiller et de savoir un peu rajouter de l'imprévisibilité, lancer des jeunes quand ils ont vraiment le plus de potentiel et ainsi les voir exploser plus rapidement et pas attendre que le soufflet retombe en fait. Voilà ce que j'ai à dire sur le H, mais sinon globalement je pourrais dire que ce qu'il fait ça va, je vais dire. Si je devais donner une notation, c'est 7 sur 10, Triple H au booking depuis 2 ans. Maintenant, là, on a passé assez de temps pour qu'on soit indulgent. Là, à un moment, la période de lune de miel est passée, je trouve. Et je tiens à dire également que Triple H, si je dois faire un comparatif, c'est juste en fait un Tony Khan qui a le sens des affaires et un Vince McMahon que tout le monde aime, vu comment il bénéficie autant d'un totem d'immunité. Du coup, c'est ainsi que s'arrête cette vidéo, ce tribunal sur le H. Du coup, je vous laisse donner votre avis en commentaire, débattre là-dessus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de l'actualité de la chaîne, à partager aussi la vidéo qui pourra intéresser d'autres personnes. Et on se retrouve pour
une prochaine vidéo la semaine prochaine. À bon attendeur, salut!